Donc bonjour à tous. Merci d'être venus en nombre cet après-midi pour rencontrer Benjamin Lacombe. Bienvenue à Argentan. Benjamin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue à Argentan. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation à venir passer ces 2 jours en notre compagnie à la médiathèque. On est vraiment touchés et honorés de votre présence. Donc on vous accueille dans le cadre de votre exposition, L'étrange parade, que vous allez pouvoir découvrir autour de vous, qui est à la médiathèque jusqu'au 7 janvier. Donc c'est une exposition rétrospective de votre œuvre, qui offre un panorama en fait de votre travail depuis vos tout débuts avec Cerise Griotte jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes tout jeune, Benjamin Lacombe, vous avez 34 ans, déjà 10 ans de carrière, une quarantaine, je crois, de livres à votre actif, donc c'est assez impressionnant pour une personne de votre âge. Vous êtes également, vous publiez à l'international, vous êtes connu, reconnu comme étant l'un des auteurs-illustrateurs les plus talentueux de votre génération. Sans plus attendre, je vais vous laisser la parole et vous laisser parler en l'occurrence de Madame Butterfly et de la manière dont vous construisez vos livres. Voilà, merci. Eh bien, merci. En tout cas, merci de m'avoir si bien accueilli. C'est vraiment rare. J'espère que le public d'Argentan se rend compte des efforts qui sont faits pour présenter. C'est rare qu'on présente une exposition aussi bien en médiathèque avec ce parcours. Ils m'ont même fait sortir des choses que je ne montre jamais, les carnets de croquis là, qui sont dans les vitrines, qu'on m'a arrachés dans mon atelier en direct. Et tous les petits cartels. Il y en avait plein où j'avais des livres, j'avais même pas noté de cartels, donc j'ai dû les renoter exprès. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une conférence qui ne soit pas la conférence habituelle que je fais sur tout mon parcours, où je vous explique où je suis né, où j'ai fait mes études, je me dis que finalement vous pourrez le découvrir en regardant l'exposition, parce que cette exposition effectivement elle est rétrospective, et puis on a pris ensemble avec la médiathèque des albums un peu clés de mon parcours, et il y a des cartels, ça vaut le coup de les lire, on s'est embêté à les faire, donc il y a des cartels qui vous expliquent en fait la genèse de chacun des livres, pourquoi j'utilise telle technique, etc., etc. Et donc quelque part le parcours vous pouvez le découvrir par vous-même en parcourant l'exposition, parfois même en choisissant. Il y a des livres qui vous plaisent plus que d'autres, donc vous allez vous y intéresser. Là j'ai préféré vous parler d'un livre et de sa conception du début à la fin, c'est-à-dire comment je travaille un livre, comment en fait je construis un livre, l'histoire, mais aussi les dessins et l'objet lui-même. En fait, comment les idées se mettent en place les unes avec les autres, et puis à la fin, ça forme un livre que vous découvrez en librairie. J'ai choisi Madame Butterfly parce que c'était un album, ça fait le carton d'invitation, et puis c'était un album qui est particulièrement représenté ici, celui où il y a le plus grand nombre d'originaux. Donc je me suis dit qu'on allait faire sur cet album-là. Voilà. Donc Madame Butterfly, c'est quoi? C'est évidemment... Bon, je vais peut-être commencer par une vidéo. On va commencer par vous le présenter, comme ça vous découvrirez aussi. Madame Butterfly, c'est un opéra, c'est de la musique quand même. Donc,
coupé, c'était pas la calasse au moins. Donc c'est un opéra, c'est de la musique, Madame Butterfly, c'était toute la difficulté d'adapter cette histoire. En fait, cet opéra, comme souvent d'ailleurs avec les livres, c'est des rencontres. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que les meilleurs livres que j'ai pu faire sont les livres qui étaient liés vraiment à un souvenir très fort de l'enfance. Je pense par exemple notamment au Conte macabre, qui était un livre que j'ai découvert quand j'avais une dizaine d'années et que j'ai voulu illustrer depuis lors, et que donc j'ai gardé comme ça des tas d'images en moi et finalement qui se sont répercutées dans le livre. C'est pareil, la même chose pour Alice au Pays des Merveilles que je viens d'illustrer, qui était aussi une envie très forte d'enfant, en fait, une découverte d'enfant. Et Madame Butterfly, c'était ça. Ma mère, oula, voilà. Ma mère m'amenait à l'opéra beaucoup parce qu'elle aimait beaucoup l'opéra elle-même. Mon père pas du tout, elle voulait pas y aller toute seule, donc j'étais d'astreinte. Et j'y allais, c'est pas vraiment un lieu pour enfants, parce que j'y allais tôt, j'avais 5 ans, 6 ans, donc j'y allais sans trop comprendre, mais bon, c'était amusant, ces gens qui crient fort, et puis qui racontent des histoires, dans des langues qu'on comprend pas, jusqu'à ce que je découvre Madame Butterfly, qui est l'opéra qui m'a fait comprendre l'opéra, en fait, qui m'a fait découvrir l'opéra et qui m'a fait pleurer à la fin par l'émotion que ça procurait. Et ce sentiment-là, c'était vraiment le sentiment que j'avais envie ensuite de restituer dans le livre. J'avais envie qu'on comprenne l'opéra, j'avais envie qu'on saisisse cette intensité en fait de l'opéra, parce que effectivement c'est ça l'opéra, c'est ces voix, là on a entendu la Calas qui chantait, ces scènes grandiloquentes comme ça, ces effets de lumière, ces emphases en fait, et arriver à reproduire ça en livre, ça posait question, c'est-à-dire est-ce qu'on allait faire un livre CD, mais à ce moment-là le livre CD aurait restitué que le son avec une image fixe, sans avoir le jeu des comédiens. Et ce qui fait l'opéra, l'essence de l'opéra, c'est tout ça. C'est aussi le fait que ce soit en live, c'est le fait que c'est l'effet qu'on entende la voix qui aille jusqu'au bout comme ça. Et je pensais qu'il fallait radicalement changer. Il ne fallait pas essayer de mettre qu'un bout de l'opéra en livre. Il fallait restituer cette émotion de l'opéra. Alors c'était compliqué parce que cet opéra, il convoque énormément de choses. Il convoque un exotisme de l'époque. C'est un opéra qui a été mis en place par Bizet, qui lui-même s'était inspiré d'un roman qui s'appelait Madame Chrysanthème et qui était dans cette idée d'exotisme autour du Japon, qui était très très à la mode à l'époque. Donc il fallait revenir un petit peu aux sources, c'est-à-dire revenir au Japon de l'époque, aux estampes, donc à cette idée aussi graphique très forte quand même, qu'est l'estampe, qui a eu une très forte influence ensuite dans la peinture européenne et en particulier dans la peinture française. C'est ça qui a créé l'impressionnisme ici et qui a créé des tas de courants en fait, comme par exemple l'Art Nouveau et des tas de courants très très forts en fait européens. Et j'avais envie de revenir à cette idée-là de reprendre des parties. Vous voyez là par exemple, on peut le voir, c'est assez clair, cette idée du zen, c'est-à-dire des espaces avec pas mal de détails et des grands espaces un peu vides qui permettent en fait d'apprécier ça. C'est-à-dire que là on va avoir des choses très détaillées avec la petite montagne, les petits papillons, puis alors des grands espaces comme ça avec peu d'éléments, et aussi cette idée de travailler autour de l'infiniment petit, le macro et le micro. C'est-à-dire que dans les estampes on s'intéresse effectivement à des toutes petites choses comme ça, l'abeille qui vient sur la plante, effectivement les oiseaux avec les branches de cerisier, et ça ce sont des idées évidemment que j'ai repris dans les livres. Bon, les couleurs sont très très laides, mais vous pouvez voir les originaux après, ça flash un peu moins, bon, c'est pour vous donner une idée. Et donc bon, alors là il y a des petits, donc on va aller vite. Il y a d'autres trucs aussi de tradition japonaise. Bon, je suis passé vite parce qu'il y a quelques enfants, mais il y a cette idée effectivement de la sexualité, des poulpes, des poissons qui sont tous ces symboles. J'ai essayé de convoquer au maximum des idées traditionnelles du Japon, et évidemment ce que vous avez pu voir dans la vidéo et que vous pouvez voir tout de suite, l'idée première qu'on a, c'est aussi cette idée du paravent japonais, ce leporello qui se déploie, cette frise qui se déploie, mais qui a un sens particulier dans Madame Butterfly que je vais vous expliquer assez vite, qui est cette idée de la métamorphose. Parce que Madame Butterfly est cette métaphore du papillon. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce symbole-là? C'est cette idée, en fait, de cette chrysalide tout le long, qui, lorsqu'elle déploie ses ailes, en fait, elle ne déploie quasiment que pour une journée, et son but, voilà,
elle va mourir, et c'est un peu aussi ce que fait ce livre, c'est-à-dire on va le lire d'un côté comme ça, et puis ensuite on va déployer la frise, mais une fois qu'on l'a déployée une fois déjà, parce que faut pouvoir la déployer, elle fait 10 mètres dans sa version initiale, donc voilà, on la déploie plus très souvent, et en revanche, voilà, on assiste à cette métamorphose, mais un petit peu quelque part aussi à la mort de la surprise, quoi, de la frise. Cette frise elle-même, vous le verrez là-bas, j'ai utilisé une technique d'aquarelle et de crayon qui m'est inspirée directement des porcelaines asiatiques et japonaises qui étaient comme ça, dans cette assaise de couleurs très limitées, de bleu, de crème, de bleu de Prusse, et cette idée aussi du trait en fait qui revient. Donc là c'est pareil, c'est vraiment cette même idée qu'on retrouve dans la frise qui a ça, et qui rappelle aussi quelque part les voyageurs en fait, les explorateurs. C'est-à-dire que à cette époque, quand on envoyait des militaires, quand on envoyait simplement des scientifiques ou des historiens, ils allaient avec un carnet de croquis, la photo était très chère, donc on prenait des croquis comme ça et on amenait une boîte d'aquarelle. C'est le truc le plus facile à transporter, c'est tout petit, on peut tout de suite mettre, je vais essayer de vous montrer la mienne, j'ai toujours sur moi normalement. Voilà. Hop. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place. On peut trimballer ça partout et ça permet de prendre des petits croquis sur le vif. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette technique-là, qui est une technique que j'emploie pas normalement habituellement, mais que j'ai employée là pour justement rappeler en fait tout ça. Alors ça paraît très comment dire. On peut se dire, bon, les lecteurs vont passer complètement à côté, mais moi je pense qu'il y a une émotion, il y a une sensation. On ne sait pas forcément pourquoi il y a ces choix graphiques là qui sont faits, mais on les ressent, on se dit ah tiens, c'est pas pareil que de l'autre côté. Mais, et voilà, on se pose pas vraiment la question. Si un livre est bon, de toutes les façons, on doit pas voir qu'il y a beaucoup de travail derrière, que c'est très réfléchi. On doit simplement se laisser porter en fait par l'émotion et par l'histoire et le comprendre. Et donc j'étais parti pour le texte aussi, il y a eu ce même travail qu'il peut y avoir pour l'image, c'est-à-dire je suis parti sur le texte initial, celui qui a inspiré l'opéra, c'est-à-dire Madame Chrysanthème, qui était un roman de Pierre Loti, c'est lui, Pierre Loti, c'était un romancier et surtout un explorateur fascinant. Il a beaucoup voyagé, en particulier en Afrique. Il a écrit des textes absolument magnifiques, humanistes, très en avance sur son temps, sur l'Afrique. Mais il a détesté le Japon. Donc il a fait un texte assez horrible, assez raciste, très surprenant de la part de Pierre Loti, mais en même temps très intéressant parce que il était extrêmement etnocentré, mais il nous montrait vraiment ce qu'avait pu être Pinkerton. C'était vraiment un peu un Pinkerton, c'est-à-dire que ce type qui arrive plein de certitudes, lui il est européen, mais un Américain qui débarque avec plein d'idées préconçues et qui ne comprend pas du tout cette culture japonaise, qui ne comprend pas cette femme qui l'épouse, parce qu'il fallait savoir qu'à l'époque, il a beaucoup voyagé, et c'est ça qui était dingue en plus, c'était un type qui était extrêmement ouvert, vous voyez, hop, il s'adaptait à toutes les cultures, hein. Mais alors le Japon, ça lui a pas plu du tout, d'ailleurs, vous voyez, c'est la seule image où il fait la gueule, donc il était vraiment pas content, et là c'est le jour de son mariage par exemple, c'est quand même pas la fête, hein. Et d'ailleurs, en plus, c'est marrant parce que dans la photo de mariage, il y a un troisième type qui est un ami à lui, qui lui est tombé fou amoureux en revanche de Madame Chrysanthème, justement. Pas de bol, elle est tombée sur Pierre Loti, donc il lui a fait vivre l'enfer, faut le dire. Et cette idée, donc je l'ai reprise telle quelle, évidemment, je ne pouvais pas ne pas faire référence à l'image parce qu'elle était tellement forte. C'est cette image de bonheur, vous voyez, le bonheur du mariage, mais oui, le bonheur conjugal, on voit qu'ils vont s'éclater. Donc, et c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup, en tout cas, de travailler autour de ça, c'est-à-dire autour de ce texte d'un homme qui raconte cette rencontre, ce voyage, ce pays qu'il n'a pas aimé, mais quelque part, au vu de la tragédie, il regrette un peu. Et c'est vrai que le récit est à la première personne. Tout le long, on a le point de vue de Pinkerton. Et l'image, et c'est là où on peut prendre conscience, j'espère, de la force d'un récit illustré, c'est-à-dire que l'image, elle va s'attarder au point de vue de Madame Butterfly, c'est-à-dire que le texte et l'image ne communiquent jamais, il n'y a jamais le texte dans l'image, mais les deux racontent la même histoire mais de manière complètement différente, et il y a cette même barrière de la langue en fait, ils ne parlent pas la même langue. Elle a une langue du coup qui est visuelle, lui c'est que l'écrit, et c'est comme ça que, encore une fois, peut-être qu'on s'en rend
on le verbalise pas, mais on s'en rend compte en lisant le livre, parce que c'est vrai qu'on a des doubles pages dans le livre. Là, je l'ai pas, mais il y a des doubles pages avec que du texte, et puis après des doubles pages, 3-4 doubles avec que de l'image. C'est assez étonnant en fait à la lecture, mais c'est ça qui donne justement cette idée en fait de la barrière de la langue. Là, là, je vous montre ma méthode. Quand je commence un livre, une fois que j'ai mis en place toute cette idée, que j'ai un petit peu conceptualisé le livre, il faut bien s'y attaquer. Donc, je travaille autour d'abord des personnages. Là, évidemment, j'ai particulièrement travaillé autour de Butterfly, qui est vraiment le personnage du livre. Donc, on essaie de le dessiner sous plusieurs angles, d'essayer de connaître en fait son personnage, savoir comment il parle, comment il bouge, qui il est. On fait pas mal de croquis dans tous les sens. Ensuite, on va... Là, c'est un vrai dessin. Ça, c'est un dessin juste avant. Et hop, on rajoute un peu de couleur. C'est terminé. Mais en fait, on passe par plusieurs étapes. Avant de faire les crayonnés plus travaillés, comme vous avez vu, on fait ce qu'on appelle le storyboard. Et ça, c'est vraiment une étape essentielle dans le livre. C'est l'étape où toute la narration s'effectue. C'est-à-dire, quelque part, tout le livre à cette étape-là est fait. Alors, en général, le storyboard, je le fais dans mes carnets de croquis. Là, c'est celui de cette année, donc il n'y a pas le storyboard de Butterfly, parce que Butterfly, il date d'il y a quelques années, mais tu peux passer, si tu veux voir. C'est à cette taille-là, donc c'est vraiment minuscule. Ça, c'est le storyboard de Frida, qui est l'album qui sort là dans pas longtemps. Mais c'est vraiment format lilliputien. Mais c'est pourquoi c'est un petit format comme ça, c'est parce que... pas que j'adore dessiner micro, mais c'est surtout parce que ça peut aller très vite. En fait, des dessins comme ça, c'est quelques secondes. Des dessins comme ça, c'est quelques secondes. Un vrai dessin, une vraie peinture, comme vous avez vu, c'est très long. Ça permet aussi d'avoir une vision d'ensemble. Un petit peu, on prend du recul, on se rend compte un petit peu du livre, on sait où on va, et ça permet, par exemple, de faire des tests. Là, par exemple, je fais des tests colorés rapidement, parce que le livre aussi, il y a une narration chromatique. C'est-à-dire que là, on peut voir que le démarrage du livre, il est tout dans les tons bleutés, de matin calme, etc. Arrive l'amour avec ce rouge, très vif, très chaud, qui débarque d'un coup. Là, alors là, c'est la plénitude. C'est vraiment l'amour. Là, il y a vraiment énormément de couleurs dans tous les sens. Et puis, le désespoir. Il la quitte, il part. Et là, on tombe dans des tons très sombres. On s'enfonce dans des violets assez lourds pour revenir. Donc voilà, avec le moment ultime, c'est-à-dire l'espèce de dernier chant du cygne pour arriver à nouveau à ce matin calme du départ, c'est-à-dire l'histoire s'éteint. Et ce travail-là, c'est vraiment le moment où on réfléchit le plus, quelque part, à son livre. Quelquefois, le storyboard est vraiment très très proche. Là, par exemple, il faut faire preuve d'imagination, mais vous voyez, hop, une fois terminé, c'est quand même... vous pouvez tourner la tête, vous voyez les vraies couleurs là-bas. Ouais, c'est mieux. Ouais, parce que c'est vrai que les couleurs là, c'est un assassinat. Voilà, c'est là. Bon. Bah oui. Mais c'est encore mieux quand vous voyez les originaux. Parce que. D'où l'intérêt, et ça aussi je vous en parlerai à la fin, de faire. Moi je fais très très attention au papier, à l'impression des livres. Parce que vous avez vu, d'un truc à l'autre, là c'est très vulgaire, c'est pas du tout. Pas du tout joli, donc faut faire attention aussi à ça. Parfois aussi on peut tâtonner. Là c'était le démarrage du livre. On est dans un moment où Pinkerton arrive au jardin d'été, il va découvrir Madame Butterfly pour la première fois, et j'avais hésité entre une ville un peu grouillonnante comme ça, asiatique, japonaise qu'il décrivait, et j'avais envie au contraire finalement dans l'image de montrer l'inverse, de montrer une espèce de quiétude, le moment où il arrive au jardin d'été où tout est calme et quelque part on sent qu'il va se passer quelque chose et donc là vous voyez à gauche, encore une fois je fais appel à votre imagination, mais ici c'est une ville grouillante japonaise, voilà, et là c'est la ville, et c'est celle-ci que j'ai choisie, voilà, donc on arrive, on sent qu'il va se passer quelque chose. Vous savez, c'est un petit peu comme les démarrages de l'opéra, comme ça on a les sons avant qu'on ait les premiers moments où, voilà, c'est un petit peu le rideau vient de s'ouvrir et on sent que ça va démarrer. Et cette idée de l'opéra, par exemple, et de ce côté grandiose, c'est aussi pour ça que ce livre était ce format-là, c'est un format exceptionnel, et c'est aussi pour ça que la frise faisait ce format-là, c'est-à-dire que la frise, si vous voulez, vous pouvez faire le test, elle fait 10 mètres. Elle fait vraiment tout.
C'est-à-dire qu'il y a cette émotion qu'on peut avoir dans l'opéra où on les entend monter, on se dit, elle va s'arrêter ou pas? Non, ça monte. C'est un peu comme la frise, on l'ouvre, mais ça va s'arrêter ou pas? Non, ça continue. Et c'est comme ça en fait finalement qu'avec un autre média, le livre, on peut obtenir une émotion proche. C'est-à-dire, on est sur une émotion de grandiose, un peu bigger than life, c'est-à-dire vraiment dans cette idée d'en face, quoi. Alors, là encore une fois, je vous montre l'intérêt d'un storyboard. Par exemple, ici, c'est la même scène. J'ai hésité beaucoup, parce que c'est un moment clé du livre. C'est le moment où elle se prépare une dernière fois avant de revoir Pinkerton, et elle sait ce qu'elle va faire. Elle va se suicider, elle va lui abandonner son enfant. L'histoire est horrible, puisqu'il va vraiment tout lui prendre. Il lui aura pris sa vie, sa jeunesse, sa beauté, et maintenant, il revient avec la femme qu'il a épousée, américaine, qui est stérile, et ils veulent lui prendre son enfant. Donc, on peut imaginer l'état émotionnel dans lequel elle est, pas au top, mais elle veut, une dernière fois, un peu ce chant du cygne, elle veut se préparer et apparaître plus belle qu'elle n'a jamais été. Donc, elle se prépare, c'est une préparation très longue, en plus, quand on connaît les geishas, ça prend un certain temps. Et j'ai beaucoup hésité sur cette scène parce que finalement, ces trois mises en scène racontent la même chose, mais d'une manière tout à fait différente. Là, dans celle-ci, elle affronte ce signe qui est le symbole de la mort. Au Japon, le signe noir, le signe blanc, c'est le yin, le yang, c'est aussi ce symbole de la résurrection et de la mort dans la culture japonaise. Et cette idée-là, elle affronte ce signe. Elle est vraiment face à face. Finalement, je me suis dit, non, elle n'est pas en train d'affronter le signe au moment où elle se prépare, mais au contraire, elle pourrait être dans un dialogue avec lui. Là, on le sent effectivement comme un dialogue. Il y a ces deux signes qui vont vers elle, qui s'approchent vers elle, doucement, comme si effectivement ils allaient l'accompagner. Mais je me suis dit que c'est plutôt une danse macabre, c'est plutôt un moment où elle a parfaitement accepté sa mort, elle sait vers quoi elle va et elle danse un peu une dernière fois avec la vie. Et c'est pour ça que là, le signe l'entoure, l'enroule comme ça, complètement, parce qu'elle l'a parfaitement accepté au creux d'elle. Et c'est celle-ci que j'ai choisi de faire au final. Donc ça vous montre quoi? Ça vous montre que ce moment du storyboard, c'est un moment essentiel, c'est un moment où on va vraiment choisir, appliquer extrêmement précisément sur ce qu'on veut dire, ce qu'on veut narrer dans notre histoire, comment en fait on veut raconter notre histoire. Là, j'ai fait pareil pour la frise. La frise était particulièrement difficile à faire parce qu'il y avait cette idée d'image continue, qui n'est pas habituel, parce que je dessine rarement des dessins de 10 mètres, mais en plus, j'avais cette idée qui est un peu folle, et je vous montrerai, mais là, il me faut le petit, parce qu'on n'a pas réussi à le faire avec le grand, mais en fait, la frise, elle est double, c'est-à-dire que si on la déploie d'un coup, elle montre une histoire, si on replie une double page sur deux, elle raconte une autre histoire. Et donc, il y a une deuxième narration, ce qui était super dur à faire. Je ne peux pas dire autrement. Là, vous voyez, c'est l'image continue, si vous voulez. Et une fois qu'on va replier une double sur deux, on a une même métaphore, mais cette fois-ci qui se fait qu'avec les animaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les êtres humains, c'est une métaphore uniquement animale. Donc c'était compliqué. C'était compliqué à faire, mais c'était encore dans cette idée de métamorphose, de transformation, qui est un peu vraiment l'idée du livre. Bon, juste avant, là, c'est une dernière petite chose, je vais vous montrer les petites choses, parce qu'on fait un livre, mais finalement, on n'a jamais tout à fait fini. Une fois que j'avais terminé ce livre, qui était long à faire, il a fallu faire la vidéo, que vous avez vue, et là, pareil, on doit faire un storyboard, encore une fois, expliquer ce qui va se passer, voilà, pour expliquer, donc c'est des dessins rapidos, et puis ensuite, on doit construire c'est les maquettes articulées, puisque vous l'avez vu, ils volent, les petits papillons. Donc là, voilà, hop, il y a le petit papillon que j'ai dessiné. Et puis j'avais fait une expo pour Madame Butterfly. Là, vous ne les avez pas, les volumes, mais une fois de plus, voilà, on a travaillé. Donc vous avez vu, elle est partie de loin, quand même. Elle n'était pas très belle. Puis après, elle s'envole un petit peu. C'était elle. Et là, vous avez l'original de ce dessin-là. Et il y avait, oui, celle-ci. Alors celle-ci, elle était vraiment, vraiment très longue à faire. Parce qu'il y avait cette idée, la bonne idée des papillons, mais alors
fallait les faire à la fin, fallait les faire un à un, je les ai pas un à un, et donc il y en avait un petit paquet. Voilà. Alors, vous savez comment on fait un livre, et même comment on fait les trucs après le livre. Si vous avez des questions, peut-être, non, sur ce livre ou d'autres, hein, vous pouvez poser des questions. Oui. Et du coup, entre le moment où on se dit je vais commencer en librairie, il se passe combien de temps en fait? Alors là, c'est variable. Hein. Alors sur celui-là, par exemple, il s'est passé vraiment du temps parce que j'en ai parlé. Alors déjà, j'avais envie de le faire depuis très longtemps. Quand j'ai fait Les Amants Papillons, c'était un peu un midi Madame Butterfly. C'est-à-dire que j'avais déjà envie de faire Madame Butterfly, mais c'était tellement énorme, je me suis dit, oh là là là, je vais pas me lancer là-dedans. Faut se dire aussi, on se réveille pas un matin, je vais faire Madame Butterfly. Ou, tiens, si j'illustrais Pau. Non, ça fout un peu les chocottes quand même. Bon, c'est pour ça que j'ai mis un certain temps, parce que depuis 2006-2007, j'avais envie de le faire, ce livre. Voire même depuis avant. Depuis que j'étais enfant, j'avais envie de le faire. Mais, au bout d'un moment, j'en ai parlé à mon éditeur, c'était Albin Michel, et ça devait être normalement le premier livre qu'on faisait ensemble chez Albin, ça devait être Madame Butterfly. Bon, il s'est avéré que mon éditrice, que j'aimais beaucoup, du Seuil, a démissionné. Et donc, quand elle a démissionné, je ne pouvais plus travailler, j'avais pas envie de travailler au Seuil sans elle. Donc, on est partis ensemble chez Albin Michel pour faire L'Herbier des Fées en 2011. Mais normalement, en 2012, j'aurais dû avoir, ou 2011 même, j'aurais dû avoir Madame Butterfly déjà. Mais ça a reculé le truc. Ensuite, l'année d'après, il y a eu François Roquet et Fred Bernard qui faisaient un livre sur l'Asie qui sortait chez Albin. Donc ça tombait mal, on voulait pas avoir deux livres comme ça qui se confondent, donc je dis c'est pas grave, je leur laisse, ils sortent leur livre et je sortirai le mien l'année d'après. Donc ça m'a encore retardé. Donc ce livre-là, je l'aurais attendu quand même. Hein. Et ensuite, il y a le moment effectif où on s'y met. Et celui-ci, Madame Butterfly, il était vraiment particulièrement grand. Et c'est la première fois que j'ai travaillé sur un livre, sur un seul livre dans l'année. Voilà, c'était celui-là, une bande dessinée qui s'appelait Léonard et Salaï. C'était les deux, et le seul livre qui est sorti en 2013, c'était Madame Butterfly. Par exemple, ce qui n'est pas du tout comme cette année. Cette année, vous voyez, il y a 3 livres qui sont sortis. Vous voyez, donc, on n'est pas dans... Et pourtant, des gros. Hein, c'était Alice, c'était... non Marie-Antoinette. Non, Marie-Antoinette, c'était l'année dernière, ouais. J'ai un doute là. Il y en avait 3, mais alors je ne sais plus lesquels c'est. Attends, c'est Alice, Facétie de chat. Destin de chien, vous l'avez pas Si, la réédition de Destin de chien, bien vu, que j'ai redessiné. Non, il y en avait un petit autre, je ne sais plus ce que c'est. Mais bon, bref, d'habitude, il y en a 3 qui sortent, et là, il y en avait 4. Bon, il faut dire que c'était la BD qui était en retard, qui est sortie au printemps juste après, mais bon, voilà. Alors, plus de questions. Si, et là, pourquoi parce qu'il y a le premier qui est très grand, ouais. Celui que vous avez, oui. Et pourquoi l'avoir réédité en petit? Alors, on l'a réduit en petit à cause des libraires, à cause des représentants de librairies, parce qu'il faut savoir que ce livre-là, quand il est sorti, bon, j'avais vachement envie de le faire, Albin aussi, on avait des grands espoirs et tout, et quand il est sorti, il a bien marché, mais il a vachement mieux marché à l'étranger qu'en France, mais vraiment vachement mieux, genre 3-4 fois plus. On était au 2e tirage en France, là où on était déjà au 4e ou 5e tirage dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Russie. C'est pas normal, c'est qu'il y a un truc qui colle pas. Donc, et eux, les représentants, ils disaient toujours oui, mais il est trop grand, on peut pas le mettre dans les étalages, il est cher, etc. Je dis bon, ok, on vous écoute si c'est soi-disant ça qui fait que. Moi, je pense que c'est eux qui n'avaient pas bien fait leur boulot, mais donc je pense que on va le faire en plus petit. Et ça me permettait aussi de faire quelque chose parce que il y a eu une énorme hésitation sur ce livre-là parce que donc là, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que j'ai choisi un papier dans le grand. Ce qui est un papier couché, c'est de la carte, c'est un papier qui coûte très cher, mais qui du coup a une reproduction des couleurs qui est parfaite. Vous pourrez comparer les originaux par rapport au truc, c'est nickel. En revanche, c'est un papier qui est un petit peu glacé, qui est un petit peu brillant, qui est pas terrible pour l'autre côté, c'est-à-dire la frise. La frise qui est en aquarelle, donc il fallait plutôt un papier qui rappelle l'aquarelle, le crayon. Donc c'était pas terrible. Alors, du coup, dans la deuxième édition qui est plus petite, j'ai utilisé un autre papier qui est un papier offset, qui est un papier qui boit, du coup qui met plus en valeur la frise, qui le met en valeur le truc. Donc en gros, voilà, il y a deux, c'est au choix. Si on préfère avoir la frise plus jolie, mais plus petite, plus facile à déployer, on prend le petit. Si on veut avoir
la version où les peintures sont plus mises en valeur, on prend le grand. Elle fait quand même 7 ou 8 mètres. La petite, petit, c'est pas si petit, hein. Il fait, je crois que ça fait 7 mètres, ouais. Ouais, mais 10 mètres, tu sens la différence quand même. Hein. Vous êtes timide? Ah non, c'est bon. Bonjour, merci beaucoup. Ok. Je voulais savoir si vous faisiez des rencontres à l'étranger aussi. Parce que vous disiez que Oui. Comment vous êtes accueillis? Ah, mais c'est bien. Non, des fois, c'est assez impressionnant, même. Il y a des. Je vais vous montrer des images. J'ai assisté à des scènes à l'étranger qui étaient. C'est hyper émouvant, d'autant que c'est vrai que comme si vous voulez, ils n'ont pas l'habitude, ils savent que vous n'allez pas revenir toutes les 5 minutes. C'est vrai que quand ils vous accueillent, là c'était en Argentine par exemple, quand ils vous accueillent, j'ai des filles comme ça là qui font toute la rue, qui sont, voilà, ça rentre partout. Ils m'offrent des, attendez, je vais vous montrer, ils ont fait des volumes, des dingues. Il y a des, voilà, ça c'est qui pose avec le petit rossignol. Je viens fabriquer une fille d'Argentine. Non, mais c'est des scènes là, voilà, là quand j'arrive avec des amphis comme ça, ou là c'était dingue. C'était au Museo Malba. C'est un musée, c'est un peu le Georges Pompidou de là-bas. Et je devais faire une conférence comme ici, mais il y avait là il y a 300 places je crois. Et ils avaient mal prévu parce qu'en fait depuis le matin à 6h il y avait 800 personnes qui attendaient. Et ils voulaient rien entendre parce qu'ils ont diffusé les tickets à 16h, la rencontre était à 18h, ils ont dit aux gens, vous ne vous irez pas. Ils voulaient pas rester. Et donc quand on est arrivé, à chaque fois il y avait des services de sécurité et tout, mais quand on est arrivé, là ils sont tous venus applaudir et tout dans la rue. Alors c'est complètement dingue. Ça c'était en Argentine, mais au Mexique c'était pareil. Et justement le Mexique c'était aussi cet amour là qu'il y avait du public, et puis quand on a découvert aussi cette culture là, on s'est dit c'est aussi là où je me suis dit que j'allais faire Frida, que j'allais faire ce livre là, et qu'on a été sur les traces. Je vais essayer de vous montrer les photos de chez Frida parce que c'est beau, hein. Voilà, ça c'était chez elle. Et c'est vrai que quand je connaissais Frida Kahlo, j'aimais énormément son travail, mais c'est vrai que quand on va sur ses traces, quand on regarde ce peuple-là, leur amour pour l'art, pour les livres, on a envie de faire quelque chose, quoi. Et là, j'y vais là au mois de novembre justement pour présenter Frida, qui sort, là c'est le dernier, c'est lui. Et j'ai vachement hâte. J'ai vachement hâte de voir comment ça va se passer. En plus, on fait toute une expo qui va voyager, qui part d'abord en Espagne, ensuite en Argentine et après au Mexique. Et j'ai vachement hâte. Ça, c'était l'atelier. C'était beau quand même, son atelier. Ça c'est moi qui pose devant la maison. Là c'est les photos de vacances, hein, donc et ça c'est Frida avec son corset. Je peux vous montrer la bande-annonce de Frida si vous voulez voir. Oui. Alors attendez. Oui. Je vais mettre juste, faut que je la retrouve. C'est là. Le logiciel. Voilà, c'est là. On a composé la musique à partir des chansons qu'elle préférait. Bon, les couleurs sont atroces, là. Ouais. C'est pareil, vous voyez, c'est pas pareil. Hein. Et l'idée, c'était de faire cette bande-annonce parce qu'on rentre à l'intérieur vraiment de Frida et
et de sa création. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un système. Ouais, tu peux essayer. C'est un système de découpe. En fait, on parle des 9 thèmes de. Le chiffre 9 en plus en Maya, c'est un chiffre très très important. Du renouveau, de la renaissance, etc. Et donc on part sur, voilà, on rentre vraiment à l'intérieur en fait de sa création. Donc là c'est au tout début, et c'est par cette colonne brisée en fait que va naître vraiment l'univers de Frida. Et on rentre petit à petit comme ça à l'intérieur des tableaux là, à travers son œil, sa façon de voir le monde. On le comprend que voilà, ça c'est la déesse Chikuau. Voilà, c'est impossible à dire, qui est voilà maîtresse de l'eau, de l'air, etc. et qui l'a fait vivre, et en fait elle se nourrit elle-même en fait de la terre, et la terre qui finira par se nourrir d'elle. Donc c'est cette idée, ça convoque un petit peu les traditions mayas, taoïstes, toute cette espèce de bestiaire qu'avait Frida, et j'essaie de rentrer parce que c'était une peinture qui était très intérieure, c'était lié en fait à son infirmité, à ce qu'elle avait vécu, à la douleur, qu'elle a réussi à créer ce monde. Là, j'avais pas envie de faire une bio, alors, la petite Frida est née. Non, ça m'intéressait pas. J'avais envie vraiment de travailler avec Sébastien sur qu'est-ce qui définissait l'artiste Frida et sa créativité, et comment en fait on pouvait, des difficultés de la vie, de ce qu'on pouvait vivre, créer quelque chose, créer une œuvre en fait. Bon ben voilà. Alors, ouais. Sébastien Pérez est l'un de vos complices. Ouais, ben là il y a plein de livres qu'on a fait ensemble. Comment se passent les interactions et l'émergence d'un livre comme celui-là, ou comme les super-héros Déteste les artichauts, dont vous avez vu les petits films au début. Alors à chaque fois hyper différemment. Les super-héros détestent les artichauts. D'ailleurs, je vais vous montrer. C'est un livre qui vraiment lui ressemble et très proche de lui, parce que les super-héros détestent les artichauts, c'est même la thèse de Phosphos, je vais vous le remontrer, c'est lui. Et il m'a forcé à faire ça, parce qu'au début, c'était pas lui que je devais faire, mais voilà, c'est lui. Ça, c'est Phosphos. Voilà, on le voit. Si je vous remontre un des trucs, c'est lui. Vous allez voir quand il est... Où est-ce qu'il est, là, pof. Bon, là, on le voit. Hein, Attends, je vais essayer de vous montrer le poster du début. Et ce livre-là, c'était lui qui adorait ça, qui adorait les super-héros, qui adorait les... Voilà, c'est lui. On le voit quand même. Hein. Donc, lui qui adorait les super-héros depuis tout petit, les Strange, les machins et tout. Et il avait cette envie de créer un livre autour des super-héros. Et moi, je me sentais extrêmement éloigné de cet univers. Moi, j'ai pas du tout... J'étais pas... Vous voyez, ma mère m'a amené à l'opéra, donc bon, les super-héros, bon, ça passait complètement à côté. Et donc, il me montrait ce projet, je le trouvais magnifique, mais faramineux, enfin, c'était un malade. Il avait fait, au début, il y avait, c'est 53 ou 82 super-héros différents, je sais plus. Enfin, à peu près dans ce goût-là. À inventer. Sachant que déjà, le nombre de super-héros qui ont déjà été inventés, les gars en collant, il y en a un paquet. Donc, faut déjà créer, ne serait-ce que graphiquement, quelque chose de nouveau que les autres n'ont pas fait. Super dur. Donc il a montré le projet à plusieurs illustrateurs, et il était vachement bien, qui ont adoré le texte, parce qu'il était génial, qui ont commencé à se mettre dessus, mais ils se sont vus que rien que après le boulot du premier super-héros, ils en avaient pour un temps fou. Donc ils ont lâché les 4 dessinateurs qui ont jeté l'éponge comme ça les uns après les autres. Et je voyais que son projet, cette espèce de bible de super-héros là qu'il avait fait, et ce truc qui se fait pas, je dis bon allez, je vais essayer quand même. Il dit, ah bon, t'es sûr? Je dis ouais, moi je vois bien un truc pop art comme ça qui rappelle les trucs des années 50 et tout, donc je voulais mêler ça un peu à l'histoire et tout. Je commence à lire et tout, je dis oh, ouais, mais là il y en a beaucoup quand même des super-héros, là il va falloir un peu élaguer. Et du coup à la fin, là dans le livre il y en a 35, ce qui est déjà pas mal, hein. Fallait les faire, et on l'a fait, mais ce projet était infini. Là par exemple, vous voyez le livre numérique, on a encore rebossé dessus pendant 6 mois pour faire les petits dessins animés que vous avez vus, ils sont rigolos, mais c'est pas rigolo à faire, hein. Et c'est pareil, là on a eu plein de super idées, parce que lui aussi il est bourré de super idées, donc là il dit ah bah tiens, si on pouvait devenir nous-mêmes un super héros, alors hop on peut faire un avatar, donc là vous êtes un homme, une femme, ah ouais bah super, mais moi je dois me faire tous les dessins, des gros pas gros machin et tout, et donc en fonction du livre, quand on va répondre au test, notre avatar va changer, hop, encore des dessins. Quand il va falloir... Et donc bon, ce livre était infiniment long à faire, il a continué encore toute l'année d'après, donc c'était un poison, mais il était très sympa, c'était vraiment un livre sympa. Donc là c'était vraiment son initiative. Frida c'est l'opposé, il connaissait rien à Frida,
Il n'y a pas de raison, moi je me suis passé les super-héros. Tu vas y aller parce que j'avais peur, si vous voulez, quand on est trop proche d'un sujet, en plus là c'est une artiste, peint, machin, moi je peins, si je me mettais à parler, parce qu'il parle à la première personne dans le livre, on utilise des phrases d'elle, et il les mêle à des poèmes qu'il écrit lui-même en se mettant un peu à la place de Frida. Si je l'avais fait, on aurait été complètement Bugalo, celui-là il se prend pour Frida Kahlo, et tout et tout. Donc j'avais besoin de quelqu'un d'autre en fait. Parce que des fois quand on est trop proche du sujet, c'est un peu quand on a le nez dedans, on le sent plus. Donc là c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un livre complètement ethnocentré. J'avais pas envie de ça, j'avais envie que ce soit vraiment Frida qui parle. Et donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec lui. Mais là, et c'est la première fois qu'on a travaillé comme ça, d'habitude je travaille toujours, le texte est terminé, c'est ce que je vous ai montré, et je construis mon découpage comme ça. Là c'est l'inverse pour Frida, j'ai vraiment d'abord fait tout mon découpage du livre, voilà, oh là là, on se calme. J'ai fait tout mon découpage du livre, je vais vous montrer si vous voulez voir. Ah non, j'avais même un PDF sur Frida, je vais vous montrer un PDF. J'avais fait tout mon découpage du livre, et ensuite, j'ai dû lui dire toutes les peintures auxquelles je faisais référence, les moments de sa vie auxquels je faisais référence, et il a travaillé autour de ça. Alors ça a été dur pour lui parce que il a dû se manger des pages et des pages de... voilà, c'est là. Ça, c'était mon découpage entier de Frida. Donc vous voyez, je l'avais vraiment déjà bien en tête. Et j'avais les principaux axes. J'avais cette idée des 9 axes de trouver... Et finalement, quand je le regarde, je suis vachement proche quand même à la fin du découpage. Hein. Donc voilà, cette fois-ci, on a travaillé comme ça. Mais c'est la première fois. D'habitude, soit on a une idée commune, soit c'est son idée et après je me l'adapte. Par exemple, Généalogie d'une sorcière, c'était ça. C'est-à-dire que dans Généalogie d'une sorcière, c'est lui qui adorait, il avait vachement envie de faire un livre sur la sorcellerie et tout. Et moi, en revanche, j'avais vachement envie aussi de travailler autour de... Oh là, ça c'est marrant. Bon. Et alors, en plus, elle est du genre à insister, donc on va faire comme ça. Ça n'a plus de problème. Oui, donc je disais, et moi j'avais envie de cocher tout historique où par exemple l'herbier des fées, c'était vraiment un livre, il était à fond branché, lui, comme vous pouvez voir, il aimait l'heroic fantasy, les super-héros, les trucs, ce qui est parfait pour les enfants. Mais là, moi, encore une fois, j'étais pas du tout branché fée au début, et là je l'ai fait, et je l'ai fait en me disant, on a fait quand même une dizaine de livres ensemble, moi j'en ai fait une vingtaine de livres et tout, je veux pas tourner autour des mêmes choses que si moi je me laissais aller, je ferais que des bouquins 19e, voilà, ou terribles, ou c'est sombre. Alors déjà quand on dit que c'est sombre moi, au travail, si je m'oblige, voilà, si je me mettais pas à faire des super-héros et des fées, je sais pas où j'irais. Donc du coup là c'est pas mal parce que ça sort de sa zone de confort et ça force à faire des livres qu'on ferait pas. Et par exemple, c'est vrai que l'herbier des fées, ça reste un de mes livres préférés maintenant. Alors que c'était pas du tout un sujet que j'avais envie de faire. Mais c'est un de mes livres préférés, c'est un des livres, je trouve, qui est construit d'une manière vraiment singulière, qui ressemble à aucune autre. C'est un millefeuille, on demande énormément au lecteur. C'est le lecteur qui reproduit qui crée son histoire presque. Qui découvre son histoire et qui découvre la fin qu'il veut. Et voilà. Bon ben voilà. Ouais. Votre œuvre est marquée par des personnages féminins comme ça très forts, des héroïnes tragiques. Et j'aimerais savoir s'il y a un personnage masculin qui pourrait vous plaire suffisamment pour que vous ayez envie de lui consacrer. Ah, j'ai fait quand même des livres avec des mecs, hein. Il y en a. Dans Ondine, il y a aussi Anselin, dans La Mélodie des tuyaux, qui est mon livre qui a le mieux marché en France d'ailleurs. C'est Alexandre le héros, hein, c'est un petit garçon. Bon, moi alors dans les classiques, je vais faire un jour, je pense, le portrait d'Oriane Gray, parce que j'adore ce livre. Puis en plus, il y a cette idée de vieillir, tout ça me parle. Donc, ouais, non, j'aime beaucoup celui-ci. Il y a d'autres personnages de littérature qui me plaisent, mais la particularité avec les femmes, bon, moi j'ai 2 sœurs. J'ai ma mère qui est très présente, vous avez vu, elle a continué à voilà, j'ai été élevée par des filles et tout, donc elle me fascine. Je trouve que c'est des personnages particulièrement intéressants parce que
Ils ont en eux aussi une apparente, soi-disant, fragilité, sensibilité, mais en vérité, une immense force, une résilience, une possibilité. Les possibilités sont infinies. C'est vrai que les personnages en littérature masculin, ils sont plus monolithiques, hein, ils sont plus directs. Dorian Gray, c'est à part, c'est un personnage qui est dans la séduction, qui lui-même est face à des tas de... C'est presque une femme fatale, en fait. Hein, mais c'est vrai qu'en général, les héros masculins, ils sont... c'est des gars... ils savent où ils vont, qui voilà, sont moins intéressants. Mais voilà, faut jamais dire jamais. Dans l'herbe des fées, bon, même si on le voit pas beaucoup, le héros c'est un mec. D'ailleurs, c'est drôle de faire un livre de fées dont le héros est un mec. Un type de 40 ans, un barbu, qui est scientifique, enfin, l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer. Et Alexandre Bogdanovich. Et il y a des gens qui ont cru qu'il existait vraiment. Alors que pour moi, la référence au Bogdanov était assez évidente. Mais voilà. Et quand parce que vous avez certains de vos romans qui sont donc, là nous on les a en français, par exemple je parle de Marie-Antoinette, je parle des contes macabres notamment, que moi je possède dans d'autres langues. Et est-ce que quand vous voulez les faire éditer dans un autre pays, donc notamment par exemple des contes macabres qui à la base sont quand même anglais, on est d'accord. Est-ce que c'est compliqué d'aller dans un sens, enfin d'aller du français vers l'anglais, ou là de faire de l'anglais vers le français? Alors là, quand c'est la langue originale, non, parce que bon, c'est génial, parce que c'est-à-dire c'est le rêve, moi j'étais hyper content que les contes macabres soient édités en anglais, parce que voilà, c'était la vraie langue de peau. En même temps, notre version française, on a vraiment de la chance parce qu'on a une traduction de Baudelaire qui n'est pas du tout parfaitement juste et parfaitement le plus proche du texte possible. Mais c'est pas grave, c'est une vraie œuvre, et donc du coup on a presque la double chance en France. Donc non. En revanche, ce qui est très difficile, c'est savoir si les traductions sont bonnes ou pas. Hein. Là, je fais vraiment confiance. Il y a certaines langues, en anglais en l'occurrence, en espagnol, je peux faire gaffe. Bon, quand c'est en russe ou en allemand ou en coréen, je fais confiance. Hein. J'ai pas le choix. A priori, j'espère qu'ils le traduisent bien. Alors je vous rassure, Marie-Antoinette en allemand est parfaite. Mais alors là, tout l'allemand, c'est toujours le même traducteur, c'est le directeur de la maison d'édition. Gardez-le. Edmund, j'espère, il est très très sympa, en plus, il parle très bien français. Et non, lui, je sais qui c'est qui le fait, la traduction. Mais il est bon. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est qu'on a répondu à tout. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de votre attention.